je vous souhaite une belle soirée, c'est-à-dire une soirée dont j'aimerais bien qu'elle vous laisse un peu différent. C'est ma définition d'un bon moment. Dans votre vision du monde, dans votre vision de ce qui s'y passe en ce moment, et puis pourquoi pas, différent aussi dans la vision que vous aurez de la place que vous occupez dans le monde en question. Donc en abrégé, bonsoir. C'était la phase de préchauffage. Je n'éprouve pas le besoin de raconter ma vie, d'autant plus que Dominique a prononcé une éloge funèbre entume il y a un instant. Je vais juste expliquer ce que je fais actuellement dans la vie, parce que c'est ce que je vais faire avec vous ce soir. Mon job consiste à aider les gens que je rencontre, donc les gens qui me font confiance. Le plus souvent des gens qui n'ont pas vraiment le choix, en fait. Ça consiste à les aider à essayer de décrypter ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je passe mon temps à me gorger d'informations pour essayer de donner un peu de sens à la confusion. C'est une synthèse que je propose, on n'est pas couché, hein. C'est pour ça que les 55 minutes, ça me fait rigoler. D'autant que, oui, on peut parler la bouche pleine, ça ne me pose aucun problème. Pas simplement l'information lue, hein, toutes antennes déployées. Ça, c'est les outils dont je me servais jadis parce que j'ai un petit peu évolué ces derniers temps. Le monde dont on va parler, ça n'a échappé à personne, il a l'air un rien confus. J'aimerais beaucoup, quand on se quittera, vers 23h30, le monde vous apparaisse moins rubiglobe que peut-être vous le ressentez. Il a l'air un peu inquiétant même. Ben moi, j'aimerais bien qu'on échange un peu d'inquiétude contre un peu de compréhension. Pour ce faire, la grille de lecture dont je vais me servir, c'est la géopolitique. C'est-à-dire que nous n'allons pas parler de géopolitique, ce qui n'aurait aucun intérêt. Nous allons parler à l'aide de la géopolitique comme grille de traitement de l'information. Alors, pas d'inquiétude, je la lis déjà sur certains visages. La géopolitique, ça n'est rien d'autre qu'un habillage sémantique new look de la vieille histoire-géographie de nos enfances, et j'aimerais vous convaincre que l'histoire et la géo, ça ne sert pas qu'à passer les examens. Là où les choses sont particulièrement complexes, c'est que le monde change tous les jours, ce qui est d'ailleurs un des principaux problèmes des quotidiens. Pas plus tard que tout à l'heure. Tandis que vous grasse-matiniez et que moi je préparais cette rencontre, regardez ce que j'ai trouvé dans les journaux de ce matin. Chacun y va de sa hiérarchie, de son style, de sa préoccupation. Comment vous voulez qu'on se repère là-dedans? Moi, j'espérais qu'en regardant la gazette locale, les choses se clarifieraient. Pas tant que ça. La petite sélection des journaux de ce matin dont je fais mon point de départ n'avait d'autre objectif que de vous conforter dans ce que vous saviez, à savoir trop d'informations. Attendez, je ne veux pas vous contredire systématiquement, mais ça tue pas l'information, ça tue le sens de l'information. C'est la forêt qui cache l'arbre. Et j'aimerais qu'on fasse le tri là-dedans, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça vous va comme sujet? Peut-on parler de prise d'otage par consentement mutuel? Ce qui montre que je peux aussi traiter la question du mariage, puisque finalement c'est un peu ça. Compte tenu du moment où se passe notre rencontre, janvier 2020, du fait qu'il y a dans la salle des gens qui m'ont déjà rencontré il y a quelque temps, et qui néanmoins reviennent, pas rancuniers. J'aimerais vous proposer quelque chose que je ne proposais pas il y a quelques années de ça. J'explique. Il y a 20 ans, quand je rencontrais des gens qui commettaient le même genre d'erreur que celle que vous venez de commettre, me laissaient parler. Et qu'on réfléchissait sur la dernière décennie du XXe siècle. C'était facile, puisque la quasi-totalité des événements trouvaient leur origine, n'est-ce pas? Et à 20h10, les gens rentraient se coucher. Tellement c'était simple. Il y a 10 ans encore, quand on réfléchissait à la première décennie du siècle XXI, c'était pas très complexe non plus.
Car pour l'essentiel, les événements trouvaient leur origine, pour l'essentiel. Pour le début de la décennie, en tout cas, pour la fin, c'était ça, mais il y avait quand même un lien. Et alors là, pour le coup, je tenais les 55 minutes. Hein. Mais là, à la fin de la deuxième décennie du XXIe siècle, c'est beaucoup moins simple. Parce que je ne vois aucun événement central autour desquels l'actualité s'organiserait. Non mais regardez comme c'est compliqué. Petit florilège des événements de la décennie numéro 2. Ça a commencé comme ça vous rappelle quelque chose? Ça s'est poursuivi comme ça. Il y a eu ça aussi, l'œil de Moscou. La France, pour cette fois-là, n'a pas pu se considérer au spectacle. Hein. On a été en première ligne. On a appris à décrypter ce que Allah Akbar voulait dire. L'Europe a été barycentre des problèmes. Oui, mais il n'y a pas de lien entre tout ça. L'Europe a vacillé sur ses bases monétaires. Il y a des gens qui étaient tout près, qui se sont éloignés. Et j'oubliais ça, tiens. Remarquez, bonne nouvelle, il est peu probable que nous soyons déçus par Donald Trump. Ben si, ou alors on va être déçus en bien, comme disent mes amis suisses, parce que j'assume, j'ai des amis suisses. Et jamais les États-Unis n'ont été plus divisés que maintenant. Et puis, puisqu'on parle de drapeau, ça faceille de tous les côtés. Hein. L'Allemagne, c'est pas brillant, l'Espagne, vous avez vu, et puis il y a ça aussi. Incroyable confusion, et c'est juste une sélection. Sans oublier la grande vedette du début de l'année. Alors, devant une telle confusion, j'ai personnellement une certaine insatisfaction. Parce que c'est un peu comme quand j'entends des gens qui analysent en détail les caractéristiques et les mouvements de toutes les sortes de poissons, et puis qui oublient de nous rappeler que leur point commun, c'est qu'ils vivent dans l'eau. Je me demande si, au-delà de l'apparente dispersion des événements, il n'y aurait pas des points communs quelque part. Et pour ce faire, je vais me demander devant vous, qu'est-ce que des historiens, dans 20 ans, 30 ans, quand ils auront un recul que je n'aurai peut-être jamais. Et puis si ça doit être le cas, je demande à Laurent de prévoir quelqu'un pour me mouliner les coquilles Saint-Jacques. Qu'est-ce que des historiens pourraient retenir de l'actualité de la deuxième décennie du XXIe siècle? Quand le sable sera retombé dans le bocal, est-ce qu'il y a des points communs qui pourraient apparaître? Vous voyez quelle est la démarche? Oui. Au-delà de la confusion. Et plutôt que de vous dire ce que je crois pouvoir apparaître comme point commun, je vais reconstituer le raisonnement par lequel, laborieusement, j'en ai pris conscience. Tout a commencé dans ma gamberge. Lorsque, au moment du printemps, vous vous souvenez, ils sont tombés comme des mouches, ça vous revient? Les uns après les autres. Tout a commencé lorsqu'a éclaté le vrai jour du printemps, la première guerre consécutive à ce printemps qui avait commencé en janvier, que ce n'était pas bon signe. Mais si vous vous souvenez de l'intervention franco-britannique en Libye, tout a commencé par une surprise. Étonnement. Au début, c'était « je ne veux voir qu'une seule tête ». Ou un seul rictus. Une chic bande de chic copains. Rien que des vainqueurs. Et étrangement, dès le lendemain, des lézardes se sont fait jour, à l'intérieur dedans, je serai un des derniers à parler belge, de la meilleure coalition. Car étrangement, dès le lendemain, les Italiens n'ont plus vu les choses de la même manière que les autres coalisés. Ça a été le point de départ du raisonnement. Étrange.
Alors, je suppose que vous avez en mémoire les raisons qui ont été évoquées, invoquées à l'époque pour expliquer le particularisme italien. Je les reprends. Je les reprends à mon compte. Sûrement, il y a eu des raisons géographiques, je veux dire la proximité et la crainte ô combien légitime de voir les réfugiés débouler à Lampedusa. Évidemment qu'il y a eu ça. Il y a sûrement eu des raisons économiques, des odeurs de gaz et de pétrole. J'en doute pas. Il y a peut-être eu aussi, pour expliquer le particularisme italien, une solidarité apparue chez le burlesque Oni lors de soirées bunga bunga avec les Amazones de Kadhafi. Mais, c'est comme dans les tontons flingueurs, de ces explications, il y en a, mais il n'y a pas que de ça. Il faut un peu de culture pour suivre. Hein. Il y a aussi, pour expliquer, l'histoire. L'autre volet de la géopolitique avec la géographie. L'histoire que je souhaite qu'on convoque à la barre des témoins, faites entrer l'histoire, je vous prie. Oh, mais attendez. Mais c'est pas n'importe où pour les Italiens, cette région. C'est pas non plus n'importe quand les millésimes 11. Hein. Ben, ce sont les Italiens qui avaient débarqué dans la région. Un siècle tout juste montre en main. Trouvant dans la région 3 provinces qui n'avaient rien à faire entre elles, cyrénaïque faisant tripolitaine, qu'ils ont agrégé pour en faire un État qui est devenu indépendant 40 ans après. C'est une construction italienne. C'est pas parce que j'ai appris à regarder le monde à une époque où la Libye existait qu'il faut que j'en déduise qu'elle était toute éternité. Hein. Je reviendrai longuement sur ce sujet du danger qu'il y a à confondre la durée de sa vie et la durée de l'histoire. Eh ben, je peux comprendre qu'ils n'aient pas goût à participer à la destruction d'un de leurs bâtis. Tous les architectes sont comme ça. Mais là où ça a été surprenant, c'est que cyrénaïque faisant tripolitaine, les noms des 3 provinces dont j'avais plus entendu parler depuis 1911, eh bien, je les ai vus réapparaître en 2011. Parce que je rappelle que ce dont il s'est agi, c'est d'une intervention qui avait pour but d'éviter qu'une révolte de ce que j'avais complètement oublié avoir été la Cyrénaïque, si tant est que je l'ai jamais su, ne soit écrasée par un pouvoir dont je me demande si j'avais soupçonné qu'il était tripolitain, le pouvoir de Kadhafi. C'est ressorti, ces vieilleries. Ils ont même recommencé à se référer à ces appellations de mois oubliés cyrénaïques. Ils ont ressorti de la naphtaline les drapeaux de l'ex-cyrénaïque. Le retour des morts vivants. Étrange. Et quand ils essayent de faire un gouvernement d'union nationale, eh ben ils choisissent 3 vice-premiers ministres. Am, Stram, Gram. Et lorsqu'Emmanuel Macron, prenant acte de la résurgence aussi sur les cartes géographiques de ces 3 appellations, tripolitaine, cyrénaïque faisant, quand il essaye d'apporter sa contribution à la solution au problème, eh ben, il réunit un représentant de la cyrénaïque à droite, de la tripolitaine à gauche. Et vous avez remarqué que cette année, enfin je veux dire depuis 2019, c'est le cyrénaïcain qui avance ses pions. Or, ce clivage cyrénaïque-tripolitaine faisant, qui avait été jusqu'en 1911, qui a été occulté pendant un siècle que j'ai cru être une éternité, vu que je confonds la durée de ma vie et la durée de l'histoire. Est-ce que vous savez d'où il vient? Moi, je ne savais pas. Et j'apprécierais que vous ne soyez pas cacophonique dans vos réponses. Vous ne savez pas? Ah, ça ne nous rajeunit pas. C'est la vieille ligne de fracture qui est apparue en 4 après JC, quand a été fracturé l'Empire romain entre Empire d'Orient, Empire d'Occident.
cyrénaïque avec une attirance vers l'Égypte, tripolitaine avec un tropisme vers le Maghreb. C'est cette ligne de fracture-là qui est en train de réapparaître. En fait, réapparaît aujourd'hui la vieille ligne de fracture entre l'influence romaine et l'influence grecque. Mais alors attendez, d'un seul coup, ça m'a troublé cette affaire. Parce que justement, tiens, parlons-en de la Grèce. Mais elle ne faisait pas partie de l'Empire d'Occident. Eh bien, si certains, comme certains l'ont envisagé tout au long de la décennie, vous vous souvenez? Ben, y a des gens qui se sont demandé est-ce que c'est vraiment un pays européen? Où serait le problème si les Grecs quittaient l'euro-navire? Et si on les excluait de Schengen? Attendez, à ce moment-là, les historiens diront peut-être dans quelques années, ils ont fait fort au cours de la deuxième décennie. Ils ont reconstitué des vieilles lignes de fracture qu'ils pensaient classer monuments historiques. Ils ont compris, diront les historiens, que le mouvement des plaques historiques, je veux dire le mouvement du temps long de l'histoire, comme le mouvement des plaques tectoniques, c'est-à-dire le mouvement du temps très très long de la géologie, sont capables de foutre par terre les constructions humaines. Comme des biens immeubles, des centrales nucléaires, comme des États, constructions humaines, qui ressortent du temps court. La leçon pourrait être, dans quelques décennies, que nous sommes en train d'assister à une revanche du temps long sur le temps court. Je paye mes dettes. Le concept de temps long, en histoire, c'est ça. La leçon pourrait être, on ne lutte pas contre le temps long. Alors, là où ça s'est révélé, un bout de fil qui dépassait, plus fécond que je ne l'avais imaginé, que ça a permis d'ouvrir des tas d'autres portes de la décennie. Parce que, vous savez, il y a un truc qui est intéressant avec les vieilles fractures. C'est qu'elles demeurent toujours des zones de fragilité. Tous les chirurgiens pourront vous dire ça, c'est souvent à proximité d'une vieille fracture, même réduite comme ils disent, qu'on peut se refracturationiser comme ils disent pas. C'est pour ça que sur un mur, quand il y a une fissure, on met un témoin, un repère, pour voir si elle ne se prolonge pas. Ai-je besoin de vous rappeler que c'est dans le prolongement de cette vieille fracture qu'en est apparue une autre, 6 siècles après les précédentes. Mais si, celle qui a fracturé la chrétienté, ça s'appelle schismé, entre la partie orthodoxe de la chrétienté et la partie qu'on va qualifier d'hétérodoxe. Une ligne de fracture que nous ne voyions plus non plus. Et pourtant, elle était encore présente. La preuve, ils ne s'étaient pas rencontrés depuis 1054. Ils se sont reconnus grâce au costume. Il faut toujours avoir la casquette du club. Et là encore, une ligne de fracture qui s'est réouverte. Ben si. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit que nous sommes en train de vivre une fracture linguistique entre des russophones et des ukrainophones ou des polonophones. Taratata. C'est pas du tout de ça dont il est question. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la réapparition d'une fracture qui vient du temps long entre des russophones, certes, mais orthodoxes d'abord, et qui revendiquent la tutelle du patriarcat de Moscou, et des ukrainophones qui la refusent, bien qu'orthodoxes, ou des polonophones catholiques. Une ligne de fracture du temps long qui réapparaît au cours comme une deuxième revanche des fractures du temps long sur les cicatrisations du temps court. Et évidemment, Vladimir Poutine a bien compris qu'il pouvait appuyer là où ça faisait mal, en marquant sa solidarité avec Stratis Tsipras, le Premier ministre grec, rouvrant en Europe une fracture que nous ne voyions plus.
c'est pas pour autant qu'elle avait disparu. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un instant, quand j'ai parlé de la Libye, j'ai évoqué 3 provinces. Ça vous revient? Cyrénaïque, Tripolitaine et le Faisan. Merci d'avoir été de garde. Il est où le Faisan? Le 3e larron? Eh ben, coucou, le revoilà lui aussi. Sous les décombres de cette construction conjoncturelle qui s'est appelée pendant une 60aine d'années la Libye, je vois réapparaître le Faisan, qui n'est pas seulement la partie la plus méridionale de la future ex-Libye, mais qui est aussi la partie la plus orientale de la zone des tempêtes actuelles, de la zone dans laquelle se déplaçaient librement, depuis des temps longs immémoriaux, ça ne nous rajeunit pas ça, des aborigènes, nomades, touaregs. Attendez, il y a quand même quelque chose, vous ne trouvez pas? Avant qu'ils soient envahis successivement par des Arabes, puis par des Turcs, puis par des Français, puis par des Italiens qui leur ont imposé des frontières du temps court, dont ils n'ont rien à cirer parce que ça ne les intéresse pas du tout, les frontières, les nomades, ça les entrave, sauf s'ils sont contrebandiers. Alors, au début de cette décennie apparemment incompréhensible, nous avions cru mener un combat en Libye. Puis 2 ans après, on a cru qu'il fallait mener une guerre au Mali, qu'elle n'aurait rien eu à voir. Jusqu'à découvrir, ô surprise, que ça contagiait aussi l'Algérie. Mais pas du tout, ce n'est pas des guerres différentes. C'est un embrasement général d'une zone géographique qui précédait les découpages frontaliers avec lesquels on a appris à regarder le monde. Ce dont l'armée française elle-même a pris acte et très vite. Parce que l'intervention au Mali seulement, croyait-elle. Elle s'appelait Serval, vous vous souvenez, peut-être. Et sur l'écusson des intervenants, il n'y avait rien que seulement la carte du Mali. Quand très très vite ils ont compris que ce n'était pas que le Mali, mais toute la région, ça s'est appelé Barkhane. Et eux, ils ne sont pas morts pour le Mali. Ils sont morts pour le Mali, pour la Mauritanie, pour le Niger, pour le Tchad, pour le Burkina. Ah, quelqu'un avait mis son réveil à 20h17 pour me rappeler qu'il ne me reste plus qu'1h20. C'est pour moi, vous pouvez dire que je suis occupé, parce que j'ai complètement oublié de vous prévenir, mais j'avais transféré ma ligne sur la vôtre pour ne pas être emmerdé. Emmanuel Macron a bien compris aussi qu'à défi plurinational, il faut une réponse supranationale. C'est le G5 Sahel, vous le savez bien, qu'il essaye de relancer, pour lequel il a envoyé 500 soldats de plus hier. Puis je vous demande une seconde de vous mettre dans la peau des Touaregs, ce qui est peut-être plus facile pour ceux d'entre nous qui ont des chemises bleues. Eh bien, ça les a moyennement emballés, les Touaregs, quand on a dessiné les frontières du temps court, de se retrouver placés sous tutelle, soit de leurs anciens envahisseurs arabes, soit pire encore, de leurs anciens esclaves noirs. Eh bien, ce sont ces fractures-là qui sont en train de faire exploser ce que j'ai cru être un État et qui, là encore, n'a été qu'une construction conjoncturelle. Comme une nouvelle revanche des fractures du temps long sur les tentatives de dissimulation des fractures du temps court. Vous savez sans doute que dans la région, il y avait aussi des aborigènes sédentaires. Les aborigènes nomades, j'ai dit, c'est les Dogons, c'est les Touaregs. Les nomades sédentaires, qui étaient là dès le début aussi. C'est les Berbères, ou cette variante d'entre eux qui habitent la région montagneuse algérienne de Kabylie. Ils étaient là dès le début aussi. Ils ont été envahis aussi, par des Arabes, par les Turcs. Ils ont été romanisés à une époque, païens, christianisés à une autre. Saint-Augustin était berbère. Il y a eu des papes berbères. Ensuite, ils ont été islamisés sur le tard. Eh bien, eux aussi, ces aborigènes sédentaires
éprouvent le besoin de retrouver leur identité partout dans la région. Tiens, l'appartenance à leur communauté amazigue, avec le trident double là, qui est le symbole de cette appartenance. Ils veulent aussi se mettre à parler leur langue. Eux aussi veulent se mettre à décompter le temps selon leur calendrier, histoire de bien rappeler qu'ils étaient là avant les invasions. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie depuis le 22 février de l'an dernier, les manifs rituels du vendredi? Eh bien regardez, tout le monde dit révolte des jeunes contre les vieux, des civils contre les militaires, des pas corrompus contre les corrompus. Oui, c'est vrai. Mais c'est également la réapparition en Algérie, le drapeau de la fracture entre les Berbères, dans le cas algérien les Kabyles, et les Arabes. Une fracture qui ne s'est jamais dissoute, qui réapparaît à tout prétexte. Et les vieilles badernes de généraux algériens ont bien compris que ce n'était pas un conflit social. Ils ont interdit que soit brandi dans les manifs le drapeau berbère. Faut pas tout confondre si on veut comprendre l'actualité, hein, au motif que tout le monde serait musulman. Les envahisseurs, les envahis, les aborigènes et les autres, c'est pas vrai. Pour prendre un exemple encore un autre, je rappelle que le Maroc n'est pas un pays arabe, sociologiquement parlant. C'est un pays berbère, à 70%, dans lequel une minorité d'Arabes, 30%, exerce le pouvoir politique et économique. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 3 ans, depuis 3 ans, dans une région fortement identitaire, le Rif, où un marchand de poissons ambulant a vu sa cam être confisquée. Vous avez suivi? Ça a donné lieu à d'immenses manifestations de protestation. Eh bien, elles se sont faites, ces manifestations, derrière le drapeau de l'identité berbère que je vous montrais avoir été brandi à l'autre bout de la région. Et quand il y a des manifs pour faire libérer le leader, elles se font derrière les 2 drapeaux, certes marocains, mais aussi amazighs. Comme si nous étions là encore en train de voir réapparaître des fractures qu'on croyait disparues. J'étais en Corse il y a quelque temps. Donc vous voyez que j'accepte de vivre dangereusement. Dinan, la Corse, bon. Je voyais fleurir sur les murs corses ce genre de slogan qui se passe de traduction, je pense que tout le monde comprend. Je disais à mes amis corses, Pascal, Doumé, chez vous, la quasi-totalité des immigrants sont marocains. Donc à 10 contre 1, sont des berbères. Si vous écrivez « casse-toi, pauvre arabe », ils vont rajouter « on est d'accord ». Faut pas tout confondre. Tous les Chinois ne se ressemblent pas, comme l'atteste le développement rapide de la reconnaissance faciale en Chine. Et si on veut comprendre l'actualité, il faut faire appel aux vieilles fractures du temps long. Et d'un seul coup, je me suis senti en situation de reformuler mon hypothèse. Temps long, temps court. Le piège dans lequel mon incompréhension est tombée, pas seulement la mienne, c'est que j'ai appris à regarder le monde avec des cartes du temps court, et pour comprendre ce qui se passe, il faut faire appel au territoire et au temps long. Rien n'est plus dangereux, monsieur Houellebecq, que de confondre la carte et le territoire, la représentation et la réalité. Et je nous fais penser, surpris que nous avons été par la décennie, à des gens qui seraient rentrés dans une salle, voyant des tables recouvertes de feutrines, et qui auraient oublié que sous les feutrines, il y avait des fractures entre les tables. Et en ce moment, les tables renversent les feutrines. J'aimerais bien d'ailleurs que
vous réfléchissiez à l'éventuelle transposition de ce que je viens de dire dans Longtemps-Court, carte territoire, au niveau des entreprises et des organisations. Car il ne m'étonnerait pas qu'il soit possible de faire une entrée en résonance. On continue ? Une autre dimension de l'actualité de la décennie qui gagnerait d'être éclairée par la grille de lecture que je propose ? Allez. Ça s'est passé il y a 6 ans, vous vous souvenez ? Des islamistes radicaux ont pris territoire à l'ouest du Irak. Vous vous souvenez de ça ? Ça vous revient ? Pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque, ce qui s'est passé depuis, pour réfléchir à ce qui pourrait se passer maintenant. Le temps long, vous dis-je. Toute cette région a été pendant 7 siècles sous tutelle de l'Empire ottoman. C'est long, 7 siècles. Hein. Lorsque l'Empire ottoman a été sur le point d'être battu à la fin de la Première Guerre mondiale pour avoir choisi le mauvais camp. Il ne faut jamais faire ça. C'est pour ça que les Français attendent en général le dernier moment pour se prononcer. Les futurs vainqueurs s'étaient demandé qu'est-ce qu'on va faire le jour venu de cette région de merde ? Je veux dire, de l'Empire ottoman, une fois qu'il sera battu, donc démantelé. Pourquoi région de merde ? Parce que encore plus compliqué que le nord de l'Afrique dont je viens de dire que c'était pas simple. Au fait, qui c'étaient les futurs vainqueurs ? Des noms. Un diplomate britannique, un diplomate français. Compliqué en quoi ? Parce que là encore, comme tout à l'heure, il y a des aborigènes et des envahisseurs. Les aborigènes dans la région, c'est les Kurdes. Les envahisseurs, c'est les mêmes, les Arabes et les Turcs. Ils ont constaté, messieurs Sarax et Picot, que... Ça y est, j'ai dépassé mon temps de parole ? Non. Parce que ils sont capables de me couper le micro, mais ça m'est égal. Vous savez, quand le Titanic coulait, les violons continuaient à jouer, donc moi, ça ne m'arrêtera pas. Il ne fallait pas me donner la parole, il fallait faire venir Christian Monjou, et puis c'est tout. Ah non, mais attendez. Le temps long, hein, on va leur faire sentir ce que c'est que le temps long. Ils ont constaté aussi, messieurs Sarax et Picot, que dans la région, il y a des chrétiens qui ne sont pas homogènes, tout le monde sait ça, ça donne froid dans le dos, n'est-ce pas ? Mais c'est une réaction psychosomatique complètement normale. Le métier de service, le confort de... Ah oui, non, mais... Peut-être qu'il faudrait vérifier le thermostat, parce qu'il ne fait quand même pas si froid que ça. Hein. Chrétiens, d'une part, pas homogènes. Ils ont constaté qu'il y avait aussi des pré-chrétiens. Les juifs, les yazidis, pas homogènes non plus. Des post-chrétiens. Les musulmans. Et que c'est encore plus compliqué que ça, ils ont dit. Parce que chez les post-chrétiens, les musulmans, il y a les sunnites, les chiites, j'en passe et des meilleurs, un vrai bazar. Et ils se sont dit, messieurs Sarax et Picot, si le jour venu, quand l'Empire ottoman sera battu, on pratique la démocratie, eh ben on va tomber sur un bec parce qu'on va découvrir que tous ces gens votent comme un seul homme pour leur appartenance identitaire. Et ce ne sera pas des élections, ça va être des recensements. Et on va se retrouver, ça ne fait pas un pli, avec une permanence de prise de pouvoir par la majorité démographique. Une quasi-dictature indéboulonnable de la majorité. Alors ils ont dit, on n'est pas des imbéciles, messieurs Sarax et Picot. Le jour venu, on va dessiner une carte. Alors, vous savez comme sont les gens, à force de voir les cartes, ils croient qu'il y a des pays. D'un côté, on va mettre, ont-ils dit, une majorité de sunnites qu'on va placer sous dictature d'une minorité chiite. Et c'est pas bête. De l'autre côté, vice et vertu, une majorité de chiites qu'on placera sous dictature d'une minorité sunnite. Il y en a là-dedans. Vous allez me dire, c'est dictature toujours, certes, mais la dictature de la minorité est moins dangereuse que celle de la majorité, parce que la minorité, se sachant minoritaire, pousse pas le bouchon des provoque trop loin.
Qu'est-ce qu'on a dessiné? Ce qu'allait devenir la Syrie sous mandat français, ce qu'allait devenir l'Irak sous mandat britannique. Et ça a été confirmé par les traités internationaux, le traité de Versailles, le traité de Sèvres. Lorsque les Américains ont débarqué dans la région en 2003, vous vous souvenez? Avec leurs gros Rangers là, W. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, on en arriverait à regretter W? Ils ont éliminé en Irak le dictateur minoritaire sunnite Saddam Hussein, qui était une ordure, qu'il fallait sûrement éliminer. J'espère qu'il n'y a personne de la famille dans la salle. Je ne vais pas tarder à être fixé, je m'abrite. Par contre, il ne fallait surtout pas éliminer la dictature minoritaire sunnite. Il ne fallait pas jeter le bébé pourri et l'eau du bain. Il fallait remplacer ce Saddam Hussein devenu dingo par un Hussein Saddam raisonnable. Enfin, parce que qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain? Eh bien, les sunnites minoritaires irakiens, chassés du pouvoir et de Bagdad, ont été submergés par les chiites majoritaires irakiens revanchards. Quand ils ont voulu revenir, minoritaires, ils n'ont pas pu. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de passer de l'autre côté, avec armes, bagages, officiers supérieurs, de l'autre côté de la frontière, d'une frontière toute récente. C'est rien pour une frontière 100 ans. Vous avez des potes à eux, des sunnites aussi, en Syrie, qui n'avaient jamais eu accès au pouvoir, pour tenter de constituer un Sunnistan homogène qui balaye les accords Sykes-Picot de 1916, dont je comprends qu'on n'ait pas fêté le 100e anniversaire, vu qu'ils ont tenu 98 ans, comme une nouvelle revanche des fractures du temps long sur les tentatives de cicatrisation du temps court. De quoi je vous parle? Ben, c'est Daesh. Moi, je veux bien qu'on les désigne par leur méthode de salopard, par un acronyme. Mais il ne faut pas oublier que ça voulait dire État islamique en Irak et au Levant. Et ce que nous vivons, c'est une reprise du conflit sunnite-chiite. Et vous comprenez que quand bien même l'État islamique rétrécirait au lavage, son chef disparaîtrait, l'aspiration à un Sunnistan, elle perdurera. Elle a traversé le XXe siècle, elle continuera. Et les attentats dont nous avons été victimes en France, principalement, ce sont finalement des balles perdues qui nous ont été adressées parce que nous sommes perçus comme des... Ça fait aussi mal que les autres, hein, les balles perdues. Nous sommes perçus comme des gens qui, une fois encore, nous opposons à la constitution d'un Sunnistan. Comme si, sans nous en rendre compte, nous mettions nos pieds dans les pas de Sykes-Picot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais il faut savoir comment c'est perçu. Et je pourrais multiplier les exemples. Un risque ici serait que vous disiez « Oh ben tous ces exemples sont lointains, exotiques, comme ils sont étranges les étrangers. » Il y a déjà tellement de gens pour trouver qu'il y a trop d'étrangers dans le monde, vous avez remarqué. Je peux donner des noms. Sachez qu'en Europe aussi, nous sommes capables de voir réapparaître les affirmations identitaires. Il ne faudrait pas se croire au spectacle, hein. Nous en sommes parfaitement capables. Et des vieilles fractures, pour certaines plus anciennes que d'autres dont j'ai montré la résurgence. Exemple. La fracture qui résulte du partage de l'empire de Charlemagne entre ses trois petits-fils. Je ne savais pas où la mettre. Bon, je l'ai mis là. Avec Francie orientale, tiens, la Bretagne ne faisait pas partie de l'empire carolingien. Et Lotharingie. Moi, il y a un truc qui m'a frappé. C'est que le dernier des grands affrontements saignants entre Francie orientale, Francie occidentale, il s'est passé 1072 ans plus tard, là où a été signé le traité de partage. Et que lorsque les successeurs
de Charles Le Chauve et de Louis le Germanique, je veux dire Emmanuel Macron et Angela Merkel, essayent d'arrêter la récurrence des conflits, où est-ce qu'ils se retrouvent? Dans l'ancienne capitale de Charlemagne. Et attendez, vous avez entendu parler des velléités du nord de l'Italie de faire sécession. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Mais d'où ça vient? D'où ça vient, cet irrédentisme? Eh bien, regardez! C'est que c'est la partie de l'Italie qui faisait partie de l'Empire carolingien. Et en fait, ensuite de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. En fait, ce n'est pas des Italiens, c'est des Allemands habillés avec élégance. Leur référence, c'est le Nord. Péninsulaire, je veux bien, mais pas méridionaux. Et puis après, ils sont passés sous tutelle d'un autre empire d'Europe centrale, qui est l'empire austro-hongrois. Pour ça qu'à Milan, ils bouffent des escalopes milanaises qui sont des Wiener Schnitzler améliorés. C'est pour ça qu'à Venise, on boit des boissons autrichiennes. Ça vient de là. Pardon? Vous êtes milanaise? Personne n'est parfait, hein, c'est pas... Sachez que de tous côtés, on voit réapparaître ces affirmations identitaires. Si je prends un exemple, un autre, vous avez suivi ce qui s'est passé en Écosse il y a 5 ans? Le référendum, là, c'était moins juste, hein? Ils avaient déjà prévu le poste frontière. Et ils ont relancé l'affaire. C'est annoncé. Et les premières manifestations réclamant l'indépendance sont reparties. Et ils choisissent tous les prétextes pour relancer l'affaire. Le dernier en date sur un plateau, parce qu'ils font valoir, les Écossais. Carte à l'appui. Je ne veux pas leur reprocher d'utiliser des cartes. Que si Boris Johnson est légitime à mettre en œuvre un Anglexit, un Galexit, pour ce qui est de l'Écosse ou de l'Irlande, nenni point du tout. Parce qu'ils font valoir que l'Écosse, l'Irlande du Nord, ont voté pour le Remain. Et ils disent, on ne peut pas nous mettre à la porte de l'Union européenne contre notre volonté. Et ça s'est vérifié encore lors des dernières élections. Et alors là, ça donne lieu à la mise à feu d'une mèche à combustion lente. J'attends la fin du happening avec jubilation et inquiétude. Parce que la mise en œuvre du Brexit va nécessairement impliquer l'établissement de frontières entre Brexités et l'Union européenne, qui va forcément donc devoir passer par l'Irlande. Entre la partie de l'Irlande, le nord, qui fait partie du Royaume-Uni, l'Ulster, qui va devoir se séparer contre sa volonté, mais quand même, de la République d'Irlande, qui, elle, demeure européenne. Mais ce n'est pas seulement des frontières pour les biens et les services, c'est que c'est aussi des frontières qui vont réapparaître pour les personnes. Mais si on fait réapparaître si on entrave la libre circulation des personnes, eh ben ça risque de relancer la guerre civile irlandaise, dont on avait réussi à mouiller les pétards lors des accords du Vendredi Saint en disant, écoutez, y a ceux qui veulent faire partie du Royaume-Uni, ceux qui veulent faire partie de la République d'Irlande, ok, peu importe, de toute façon vous avez le droit de circuler librement. C'est-à-dire que le premier risque de la mise en œuvre du Brexit, c'est la réapparition d'une guerre civile en Irlande. D'autant que le ventre est encore fécond, hein, d'où est sortie la bête immonde. À Pâques de l'année dernière, une journaliste a été abattue dans une ville que les républicains appellent Derry et que les unionistes appellent Londonderry.
Alors je reprends. Si on met en place une frontière ici, c'est la guerre civile là. Donc faut pas. Il n'y a qu'à la mettre là. Mais à ce moment-là, c'est un hurlement des unionistes qui disent « Comment ça, on va plus être traité comme les autres parties du Royaume-Uni ?» Et les Écossais sautent sur l'occasion en disant « Mais si l'Ulster a le droit de rester dans l'Union européenne, nous aussi on veut. » Et alors là, il apparaît que la seule manière de s'en sortir, c'est que ce soit la totalité de l'archipel qui soit hors Brexit. C'est-à-dire que finalement, l'alternative, elle est très simple. Ou bien la Grande-Bretagne met en œuvre le Brexit et le Royaume-Uni explose. Et on dira, c'est le dernier Premier ministre à avoir été élu avant l'explosion du Royaume. Ou alors, pour renoncer, enfin pour éviter l'explosion du Royaume, eh ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut renoncer au Brexit. Et c'est devant ce problème-là qu'il est. Et sur ce point, je peux vous dire qu'il a certainement devoir affronter la reine, qui, elle, s'en fout complètement de savoir si le royaume fait ou pas partie du royaume, de l'Union européenne. Elle, ce qu'elle veut, c'est que le royaume soit uni. Et d'ailleurs, elle fait passer des messages absolument subliminaux lorsque elle prononce des discours en exhibant un chapeau qui symbolise le drapeau de l'Union européenne. Ça, c'est de la sémio où je m'y connais pas. Hein. Mais d'où ça vient, ce particularisme irlandais qui n'arrête pas de ressortir, qui prend tous les prétextes, dont celui du Brexit? Eh bien, c'est ça, tiens. C'est la bataille de Bannockburn. 1314. C'est de là que ça vient. Où un roi d'Écosse flanque une branlée à un roi d'Angleterre. Braveheart, vous connaissez? Il paraît qu'ils ont retrouvé la tête qu'il avait. Et l'Écosse devient indépendante. Bonheur. Bonheur qui confine à l'extase lorsque le roi d'Écosse devient roi d'Angleterre. Alors là, c'est orgastique. Jacques VI, il s'appelait, d'Écosse, Jacques Ier d'Angleterre, il devient. Il fusionne les royaumes et les drapeaux, et c'est pour ça d'ailleurs que le drapeau s'appelle Union Jacques. Parce qu'il serait appelé Laurent, le drapeau s'appellerait Union Laurent, et d'ailleurs ça aurait une autre allure. Là où ça s'est gâté, c'est quand c'est le roi d'Angleterre qui est devenu roi d'Écosse. Mais pour les Écossais, le temps long, c'est l'indépendance. Bon, mais alors attendez, admettons que ce soit Bannockburn pour les Écossais, mais les flaflas, ça peut quand même pas être Bannockburn qui les démange sous le kilt. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les Écossais et les Flamands, pour être irrédentistes, même en Europe? Mais regardez les cartes du temps long. Le point commun de tous ces gens-là, Écossais, Flamands, Irlandais, mais c'est que ce sont les peuples et les territoires qui étaient à la lisière extérieure de l'Empire romain, séparés par un mur qu'on croyait disparu dans le sol, Adrien, dans le sol, peut-être pas dans les têtes. Séparés ici par un cortège de villes entre Flandre et Wallonie, dont on ne voit plus qu'elles étaient reliées entre elles, mais qui ont un point commun, c'est qu'elles portent toutes des noms en gem. Wevelgem, Affligem. Vous savez ce que ça veut dire? Ville de garnison. Le point commun de tous ces gens-là, c'est que c'est un irrédentisme des barbares de l'Empire romain. Ils en ont peut-être même pas conscience eux-mêmes, c'est fou. Et j'ai été espanté, je vous l'avoue, quand j'ai regardé la carte des résultats du référendum du Brexit, de voir qu'ont rejeté l'Union européenne ceux qui ont été soumis à l'impérialisme de l'Europe continentale. Pour qui Bruxelles est une nouvelle Rome, n'ont pas éprouvé le besoin de couper les ponts. Ceux qui n'ont jamais été soumis à la tutelle de l'Europe romaine. Présence du passé. Et ça s'est encore vérifié à toutes les élections.
Et ce sont les mêmes qui ont eu à se tartiner le successeur de l'empereur de Rome. Vous savez, le pape d'une église apostolique et romaine. Tu penses comme ça va se vendre en Angleterre, ça? Un pape qui demandait qu'on prie Dieu en latin, vous vous rendez compte? Eh bien, ce sont les mêmes qui sont à l'origine de la sécession anglicane. Incroyable validation. En ce moment et de tous les côtés, nous assistons à une revanche des fractures du temps long sur les cicatrices du temps court. Je pourrais multiplier les exemples, mais j'aimerais qu'on jette un œil sur la France profonde et mystérieuse, dont on pourrait croire que ces mouvements de fond auraient respecté nos frontières naturelles, comme ça s'est déjà produit dans le passé. Désolé de vous dire que même en France, il y a un type qui a touché à la feutrine, au risque de soulever et de faire réapparaître les fractures entre les tables. Et alors là, je vous avoue que j'ai bu du petit lait. Même si ce n'est pas ma boisson préférée, car, comme disait Gabin, je boirai du lait quand les vaches boufferont du raisin. Bon. C'est vrai que chacun fasse un bout de chemin. Quelques pépites. Faut mieux en rire. Il y a eu des concours de créativité. On a vu réapparaître de vieilles appellations. Il y a des endroits où on s'est dit, comme au temps jadis, ils étaient dans le même bocal, ça devrait être plus simple. Penses-tu? C'est tout de suite poser la question de savoir où est-ce qu'on va foutre la capitale. Ah bah à Diron, évidemment. À Besançon, ça va de soi. Regardez ce qu'ils ont envisagé. Dole. Et bien loin d'avoir atténué les tensions, ça n'a fait que les exaspérer. Et dans cette région, tiens, ils ont prêté serment sur un texte qui date d'avant le rattachement à la France. Dans cette région, où on ne dit pas d'où viens-tu, mais de qui es-tu? Culture clanique. Dans cette région où ils se traitent entre eux de Sardes ou de Toscans, en gros, Corse du Sud, Haute-Corse, eh bien, ils ne lâchent pas l'affaire. Comme si, même en France, on était susceptible de voir réapparaître les vieilles fractures. Et là, je me pose la question, pourquoi même en France? Mon hypothèse, c'est qu'il doit y avoir des périodes qui sont propices à laisser croire que le passé est passé. Et d'autres, au contraire, propices à la résurgence du temps long. Plus précisément, lorsque le présent est satisfaisant, que le futur semble alors devoir être chatoyant. Vous avez remarqué que les gens ne regardent pas tellement ni l'assiette du voisin, ni le rétroviseur. A contrario, quand le présent semble glauque, que le futur apparaît possiblement lugubre, alors là, on est enclin à la nostalgie d'un passé mythifié et manipulable. Eh bien, nous sommes dans une de ces périodes propices au retour de la nostalgie qui est de nouveau ce qu'elle était. Et j'allais l'oublier. J'ai évoqué 1314, 1914, 2014. J'allais oublier 1514. C'est le moment où je souhaite être exfiltré. Mais si, ça vous revient? Le 500e anniversaire a été commémoré.
coriace, la duchesse, puisque je rappelle qu'il a fallu qu'elle épouse 2 rois de France successifs pour que le duché fasse partie du royaume. Louis XII et Charles VIII. Et elle avait précisé dans son contrat de mariage, astérisque, note de bas de page, en échange, mon duché bénéficiera d'un statut de duty-free. Ai-je besoin ici de rappeler que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'autoroute payante en Bretagne? Que c'est des 4 voies limitées à 110 gratos. Enfin, gratos. Disons qu'on se fait flasher par les radars, mais c'est un mode de perception spécifique. Et c'est aussi pour ça que le général de Gaulle, que je vénère par ailleurs, a été approximatif, si je puis me permettre, quand il a dit « La France est un pays très compliqué à gouverner parce qu'il y a plus de fromage que de jours de l'année. » Mon général, sauf le respect que je vous dois, vous auriez dû dire « Sauf la Bretagne !» Il n'y a pas de tradition fromagère. Et tu ne vas pas me sortir le pavé, le curé nantais. Des usines, oui. De tradition fromagère, non. Pourquoi? Parce que je me permets de rappeler que le fromage est une des 2 réponses possibles à la problématique archaïque de la conservation du lait. Première solution, pour le conserver, on le fromagise. Deuxième solution, on le transforme en mode de beurre salé. Et comme il n'y avait pas d'impôt sur le sel en Bretagne, ma sœur Anne, il n'y avait pas de gabelle. Ça vient de là. Et quand on me donne à déguster une tartine de pain au beurre salé avec une tranche de camembert dessus, j'ai l'impression de reconstituer le contrat de mariage d'Anne de Bretagne. Je déguste un avoir fiscal. C'est délicieux. Et chaque fois qu'on touche à ce statut privilégié, et il fallait donc être complètement nunuche, ma pauvre Ségolène, pour proposer d'installer des portiques d'écotaxe en Bretagne, dans un moment où cette région est inquiète pour son avenir, puisque son présent est un peu moins bien que son passé récent. Ça peut briser des carrières. Ainsi donc, de tous côtés, nous sommes en train de voir ressurgir les vieilles fractures du temps long qui sont en train de faire voler en éclats les cicatrisations du temps court. Je pourrais multiplier les exemples, mais je sais qu'on ne va pas tarder à me débrancher. Et que la caractéristique de la décennie, c'est peut-être ça. Du passé, on ne fait jamais table rase. Est-ce que je peux m'en tenir là pour donner l'impression que je respecte le timing? Ben si, parce que quand même, il faut que... Et que je réagisse, voire complète, dans un jeu de questions-réponses, après qu'on ait dégusté les plats du terroir, j'espère, tandis que les paparazzi s'affairent. On s'en tient là pour l'instant? On s'en tient là pour l'instant. Voilà.